Voilà, Ah, j'ai voilà, activé le maintenant. micro. Et donc, l'énergie, la forme d'énergie préférée pour moi est celle qu'on ne consomme pas. Donc, c'est l'énergie qu'on économise. Et donc, je crois que euh, l'efficacité énergétique, comme il a dit c'est Saïd, et la manière où on va favoriser l'énergie préférée pour nous, c'est comment ne pas consommer l'énergie. Et ensuite, bien sûr, la deuxième forme, c'est d'aller vers les renouvelables qui respectent l'environnement, qui créent de l'emploi et qui, bien sûr, euh, tracent l'avenir pour les pays. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, vous avez tous les deux absolument raison. Moi aussi, je pense que l'efficacité énergétique, en effet, l'énergie que nous n'utilisons pas, et c'est ça qui joue le rôle majeur lorsqu'on parle de transition énergétique. Ça réduit le besoin qu'on a même en investissement pour énergie renouvelable, etc. Mais bon, j'ai structuré un peu notre webinaire très simplement. On regarde dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et ma première question à Monsieur Moudine, ce serait depuis quand est-ce que votre agence existe? Elle a une longue histoire. Et si vous regardez un peu l'histoire, disons les efforts dans le domaine de l'efficacité énergétique au Maroc, qu'est-ce que vous diriez quels ont été dans le passé les plus grands succès et les plus grands défis que vous aviez? Merci, Madame Kibir, parce que c'est. D'abord, je voudrais remercier bien sûr Maghreb Economic Forum, ICM et AOB pour l'organisation de ce webinaire et d'avoir choisi ce thème, accélérer la transition énergétique, son impact économique dans notre région, au Maghreb, et avec le moment actuel. Euh, nous avons tous, et c'est pour ça que je dis en tête que nous consommons tous de l'énergie. Nous sommes plusieurs pays. Il y a des pays qui ont un potentiel fossile important et qui ont eu de l'énergie pas chère dans leur pays, et des pays qui étaient importateurs comme le nôtre, et où très tôt nous avons eu une orientation vers des ressources nationales que nous ne pouvons pas exploiter à l'époque parce que c'est trop cher. Et l'agence a été créée en 1982. Elle s'appelait à l'époque le Centre de développement des énergies renouvelables, le CDR, après le deuxième choc pétrolier. Et le Royaume avait décidé d'avoir un centre dédié au développement des renouvelables, qui à l'époque était encore en balbutiement, je dirais. Et des projets pour les zones isolées, pour les télécommunications, pour le pompage, ont été utilisés déjà à l'époque, parce qu'elles répondaient à un service dans des régions où il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Et petit à petit, nous avons vu que dans les années 90, les grands projets de puissance liés aux renouvelables ont commencé à se développer. Là aussi, l'agence, le CDER à l'époque, a travaillé là-dessus. Et le grand changement est en 2009. En 2009, il y a eu, au plus haut niveau de l'État, une orientation qui a donné priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. C'était très important. Donc, quand il y a au plus haut niveau de l'État une orientation claire, ça facilite ensuite l'application. Parce que quand vous parlez d'économie d'énergie, vous travaillez avec l'habitat, avec l'industrie, avec l'agriculture, avec les transports. Tous ces départements sont concernés et c'est avec eux qu'il faut vraiment montrer qu'il y a des actions qui peuvent être menées et qu'ils soient sensibilisés à la chose. Nos agences, à tous, ont cette mission. Quand il y a un appui politique fort, c'est très important. Donc le CDER est devenu adhéré en 2009 et en 2009, donc, nous avons orienté pour le développement des renouvelables et l'efficacité énergétique. En parallèle, notre pays avait décidé de grands projets solaires qui ont été portés par une autre agence qui s'appelle Mazen pour développer des grandes centrales solaires et des grands parcs éoliens. Et c'est ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que les annonces de 2009, en 2020, on est complètement dans nos objectifs. Et nous avons même développé, maintenant, nous avons aujourd'hui une orientation aussi au plus haut niveau de l'État pour nous dire, allez encore plus loin
en termes de pourcentage de renouvelables dans la capacité électrique, et c'est ce qui est en train d'être fait pour atteindre 52% en 2030. Donc, voilà, c'est ce qu'on va parler de ça dans les, voilà. dans Alors, les prochaines. Il y a eu un autre changement en 2016. En 2016, l'ADR est devenu AME, avec, comme je disais, Mazen et l'AME, la Mazen pour les grands projets et l'AME pour l'efficacité énergétique. Et le dernier changement, c'est... Le nom, je ne vois pas mon nom affiché. Pardon, je vois les autres. Est-ce que vous pouvez muter le micro? Voilà, merci. Attends. Monsieur Saïd, allez-y. Oui. Vous avez encore 1 minute à peu près. D'accord. Et donc, le grand changement, donc 2016, ADR est devenu AME, et avec toute l'efficacité énergétique dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans les villes avec l'éclairage public, dans l'agriculture. Et très récemment, c'est pour ça que ça tombe d'actualité aussi, l'agence est en charge de l'économie verte avec tout ce qui est efficacité énergétique, mais aussi avec la mobilité durable et avec la production propre, globalement pour notre industrie, avec l'économie d'eau, l'économie d'énergie, la gestion des déchets, l'économie circulaire, et les bilans carbone. Quand on parle de renouvelables, il n'y a pas que le solaire et l'éolien, il y a aussi la biomasse, il y a toutes ces actions qui sont aujourd'hui de plus en plus économiques, qui sont développées. Merci beaucoup. Monsieur Henchi, peut-être de votre côté, depuis quand est-ce que l'AME, elle existe, et qu'est-ce que vous direz, quels ont été dans le passé les plus grands défis, mais aussi les plus grands succès que vous avez? En fait, comme vous le savez, peut-être l'agence a été créée depuis 1985, donc là où la Tunisie était un pays excédentaire en termes d'énergie. On avait presque 3,5 millions de TEP d'excédent, mais les responsables à cette époque-là, ils ont vu que vraiment il y a une nécessité de constituer ou de construire un savoir-faire dans ce domaine-là, parce qu'il avait comme vision qu'on allait rencontrer des problèmes sur le plan énergétique avec l'épuisement des ressources énergétiques en Tunisie. Donc, en 1985, l'ANME a été créée. Maintenant, bientôt, au mois de septembre, on va fêter 35 ans d'existence. Donc, pendant toutes ces années, on a bien construit un tissu industriel et de services vraiment important. Et là, aujourd'hui, on est en train d'enregistrer beaucoup de résultats, notamment en termes d'amélioration de l'intensité énergétique et la réduction de la demande d'énergie primaire en Tunisie. Il y a beaucoup d'étapes où la NME a joué un rôle important. Je citerai par exemple, depuis 1987, on a institué l'obligation de l'audit énergétique et la consultation préalable. Donc actuellement, on est à plus de 2000 contrats-programmes qui a été signé avec le secteur industriel, le secteur du transport et le secteur du service. Et aujourd'hui, on dispose d'un réseau d'experts auditeurs vraiment important. On dispose d'entreprises qui opèrent dans le domaine de la maîtrise d'une manière générale, la maîtrise de l'énergie d'une manière générale. Et bien sûr, ceci a donné, bien sûr, permis à l'ANME d'être présente un peu partout dans le monde, et selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le rapport RISE, on a été classé premier en Afrique en termes d'indicateurs d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable et d'accès à l'énergie. Je citerai par exemple le projet d'électrification rurale qui a accompagné le démarrage de l'ANME. Bien sûr, l'expérimentation de certaines technologies comme la cogénération au milieu des années 90. Actuellement, on a vraiment réalisé un nombre important de projets. Et bien sûr, le point fort et le point qui a un peu changé d'échelle en termes de réalisation dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, c'est la création
du Fonds national de maîtrise de l'énergie en 2005, Oui. qui a été transformé ensuite au Fonds de transition énergétique en 2014. Et là, ce fonds-là, il a accompagné l'investisseur, que ce soit pour l'entreprise ou l'investisseur résidentiel, dans la dynamisation, bien sûr, de l'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et surtout pour les programmes DEFU. Et sûrement, vous êtes au courant des réalisations du programme ProSol, promotion Oui, du solaire absolument. thermique, et le programme ProSol Elec, la promotion du solaire Mais photovoltaïque. c'est un bon point, Monsieur Hamchi. Là, disons, le ProSol, bien sûr, c'est un grand succès, mais en même temps, ma question, c'était aussi le plus grand défi. Ça nous intéresse aussi. Qu'est-ce que vous direz? Quel a été Justement, oui. Malgré les réalisations et malgré l'impact de cette politique qui a été mise en place par la NME et par ses partenaires, bien sûr, stratégiques, que ce soit au niveau national ou au niveau international, on reste toujours confronté à un problème énorme en termes de déficit énergétique. Donc, en 2019, nous avons accusé pratiquement voilà, nous avons enregistré environ 60% de déficit énergétique. Oui. Et là, je crois que, bon, c'est vrai que nous avons réalisé beaucoup d'économies, mais le fléchissement de notre production et l'augmentation de notre consommation nous a poussé à cette situation. Le deuxième défi, c'est l'investissement dans tout ce qui est système électrique. Et donc, la Tunisie, puisque elle frôle les 100% de taux de connexion au réseau électrique, et donc ça a un coût. Et là, la STEG, elle est en train d'investir au nom de la collectivité nationale, bien sûr, des sommes énormes dans le système électrique afin de répondre aux besoins. Et là, ce sont deux défis, je crois, majeurs, et deux défis qui nous poussent à, bien sûr, à améliorer nos prestations. Le troisième défi, et le plus important, je crois, c'est le ralentissement de notre croissance économique à cause, bien sûr, des événements et des circonstances, notamment la dernière circonstance, le Covid. Et là, je crois que la transition énergétique est une solution importante pour relancer l'économie et relancer la croissance économique. Oui, merci. On va discuter ça surtout dans la prochaine question. Monsieur Kamel Dali, bienvenue. Marhaba bik. Vous avez joint notre webinaire. En effet, à vous aussi, maintenant, la première question. C'est surtout sur le passé. Alors, vous avez 3 minutes à peu près. On veut savoir depuis quand est-ce que votre agence, alors l'APRU, elle existe, et dans ce passé, disons, qu'est-ce que vous diriez, quels ont été les plus grands succès, mais aussi les plus grands défis? D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Et effectivement, donc, notre agence, l'APRU, l'Agence pour la promotion et la rationalisation d'utilisation de l'énergie, a été créée en 1989. Suite au premier modèle de consommation qui a été élaboré à l'époque, qui était principalement basé principalement sur les énergies fossiles et bien sûr l'énergie électrique. Donc, le premier modèle de consommation lointain pour certains. Donc, il était basé principalement sur le gaz naturel et sur le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, ce qu'on appelle communément le GPL. Celui-là, pourquoi si on revient à cette époque-là, pourquoi on a axé notre système énergétique de l'époque sur le gaz naturel? Parce que c'était une ressource qui était en abondance en Algérie et aussi, donc, c'était une ressource qui était la moins entamée en Algérie. Donc, à l'époque, on était sorti c'était quelques années, une vingtaine d'années après l'indépendance, aussi donc après la découverte de plusieurs gisements d'hydrocarbures, notamment de gaz naturel. Et le gaz naturel, à l'époque, n'avait pas une grande débouchée sur les marchés internationaux. Ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. À l'époque, le gaz naturel n'avait pas de débouchée très importante sur le marché international. Donc, on avait axé notre système énergétique, notre modèle énergétique, principalement sur le gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfié, et aussi laisser
réserver l'électricité pour des usages spécifiques. Ça, c'était le premier modèle, le modèle énergétique. Donc, chemin faisant, après 9 ans, après 10 ans d'existence, nous avons, en 1999, nous avons élaboré la première loi sur la maîtrise de l'énergie. Cette première loi sur la maîtrise de l'énergie, nous avons, avant d'élaborer cette loi, nous avons fait un état des lieux de notre situation, de notre consommation énergétique. Nous avons vu que nous consommons plus que nous devrions consommer. Donc, nous avons élaboré cette loi nous avons évalué notre potentiel d'économie d'énergie qui était évalué à l'époque à 72 millions de tonnes, 73 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc, à l'horizon 2030. Donc, cette évaluation du potentiel nous a poussé justement à orienter nos efforts sur certains axes qui nous paraissent le plus pourvoyeurs d'économie d'énergie, donc les secteurs qui ont un impact significatif sur la consommation d'énergie. C'est principalement le secteur du bâtiment, donc tout ce qui est construction, tout ce qui est équipement électroménager, tout ce qui refaire le bâtiment. Donc, l'isolation et équipement est utilisé au niveau du résidentiel, mais aussi au niveau du tertiaire, tout ce qui est bâtiment. Donc, nous avons axé notre programme sur le bâtiment. Le transport aussi, donc, parce que si vous regardez la consommation d'énergie finale en Algérie, principalement, elle est répartie sur les 3 secteurs avec 69%, je dirais 70% consacrés pour le bâtiment et le transport. Donc, là, vous êtes sur la situation actuelle, hein, en Algérie. Exactement, sur la situation actuelle en Algérie. Pardonnez-moi d'intervenir ici, parce que vous êtes déjà pratiquement dans la prochaine question. Juste pour redemander, enfin, pratiquement depuis 89, c'est une trentaine d'années aussi bientôt que la crue existe. Exact. Quels étaient vos plus grands défis? Oui, le premier défi, justement, le premier défi qui s'était posé à nous, c'était c'est-à-dire de faire admettre, de démocratiser cette notion d'efficacité énergétique au niveau des secteurs d'activité en Algérie. Vous savez très bien que vu le prix de l'énergie qui était pratiqué, donc on était dans une situation où la disponibilité des produits énergétiques, notamment, on a pratiquement 98% des ménages qui sont raccordés au réseau. On a 60% des foyers qui sont raccordés au réseau du gaz naturel. Donc, il y avait et aussi tous les industriels sont raccordés, que ce soit en électricité, que ce soit au réseau du gaz naturel, disposer d'une énergie donc, qui est disponible, qui était aussi disponible à un prix très relativement bas. Donc, le premier défi, c'était justement de faire entrer donc, dans les esprits, que ce soit des opérateurs économiques, que ce soit des ménages, la notion de maîtrise de l'énergie, le faire admettre qu'il faut, c'est-à-dire justement aller vers une rationalisation de la consommation d'énergie, parce que même si les prix sont aussi bas, donc il fallait justement aller vers cette rationalisation de l'énergie. Donc, à partir, quand on a mis cette loi sur la maîtrise de l'énergie, cette loi, justement, même avec les prix de l'énergie qui sont relativement bas, nous avons mis un système incitatif pour justement permettre aux citoyens, permettre aux entreprises, justement, de rationaliser leur consommation d'énergie. Les points forts, principalement, de cette loi, ça, c'est maintenant le présent, hein, monsieur Non, ce n'est pas le présent, je vous parle de 99. Donc, en 99, on a mis, à partir de la loi de 2000, la loi de finances 2000, nous avons mis en place un fonds national de la maîtrise de l'énergie. Ce fonds national, justement, c'est pour justement accompagner les industriels, les ménages à aller vers une rationalisation de la consommation d'énergie. Donc, à partir de là, nous avons élaboré le premier programme de maîtrise de l'énergie. C'est un programme à court terme, donc entre 2006 et 2011, et nous avons justement entamé notre aventure d'efficacité énergétique et de maîtrise de l'énergie avec tout
d'application de la loi sur la maîtrise de l'énergie. Notamment, il y a l'obligation de l'audit énergétique, un programme de maîtrise de l'énergie, un programme à court et moyen terme. Aussi, nous avons aussi donc mis en place une réglementation pour justement réglementer sur l'étiquetage énergétique tous les équipements électroménagers et les équipements et les équipements électriques. Nous avons mis en place aussi une réglementation thermique pour le bâtiment. Et aussi, donc, nous avons mis justement l'activité de maîtrise de l'énergie est une activité horizontale qui touche à l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, pour pouvoir justement avoir une concertation, nous avons mis en place un Conseil national de la maîtrise de l'énergie qui est composé d'une cinquantaine de personnes qui sont venues, qui viennent un peu de tout l'ensemble du secteur économique national. D'accord. Et aussi, donc, nous avons dans ce comité les bailleurs de fonds et aussi tous les universitaires. C'est un espace de concertation où tout le monde peut justement apporter son grain à l'édifice, apporter sa contribution pour justement améliorer, je ne dirais pas que nous avons un système infaillible pour améliorer notre consommation d'énergie. Très bien, monsieur Dali. Peut contribuer. Très bien, merci. Madame Kilbir, si je peux me permettre très rapidement, parce que sur les défis, un des défis importants pour les agences de maîtrise d'énergie, c'est que les politiques ne changent pas quand le prix du baril baisse. On l'a vécu dans les pays importateurs, quand le prix baisse, on a moins d'intérêt à l'efficacité énergétique. Il faut toujours garder les politiques globales. On a aujourd'hui au Maroc 500 mégawatts de privés avec de renouvelables, complètement privés. Que ce soit du pompage solaire, que ce soit pour les industriels. Aujourd'hui, le volet renouvelable, efficacité énergétique chez les industriels est très important. Chez les particuliers aussi, les chauffe-eau solaires, le programme qui a été mené. Je ne parlerai pas bien sûr de l'extraction rurale parce que nous aussi, on est passé de 25% à presque 100% en 15 ans de taux d'extraction rurale, mais ça, c'est un programme de l'Office national de l'électricité. Hein. Mais pour dire que les grands projets, les grandes réussites partout, hein, mais au Maroc, ils avaient un modèle économique. C'est très important. Quand le prix de l'énergie domestique est un prix où lorsque vous investissez dans un chauffe-eau solaire, ou lorsque vous investissez dans un toit solaire, ou que vous investissez pour des investissements liés à l'efficacité énergétique, votre payback, le retour sur investissement, il est de 4-5 ans parce que les prix domestiques sont à un certain prix. L'arrêt de la subvention aux énergies fossiles a permis de rendre les projets très rentables. En 4 ans, 1 milliard de dirhams, c'est-à-dire 100 millions d'euros, ont été investis avec les financements qu'on a pu mobiliser de la Banque européenne de développement pour financer l'efficacité énergétique dans l'industrie. En 4 ans, 260 projets remboursés en 5 ans. L'efficacité énergétique, c'est rentable. Donc, les investissements, il y a des accompagnements qui sont nécessaires. On a eu 10 millions d'euros de subventions, donc 100 millions de dirhams, mais 1 milliard de dirhams ont été mobilisés par les banques et qui ont été remboursés. Et tout le monde est gagnant. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'avoir des politiques, il s'agit d'avoir des financements, et le pompage solaire dans l'agriculture, 30 000 pompes solaires aujourd'hui au Maroc, c'est parce qu'on a aidé les agriculteurs à pouvoir financer. Et pour venir au rôle des agences. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà, pour ne pas. Au rôle des agences, elles ont un rôle de régulation et de réglementation. Elles ont un rôle d'accompagnement technique et financier. Et enfin, elles ont un rôle de sensibilisation et de financement. Lorsqu'on veut développer le pompage solaire, il faut sensibiliser les agriculteurs. Il faut former les installateurs. Il faut normaliser les produits. Il faut que les banques qui travaillent avec le monde rural soient prêtes à financer. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. On a un centre de formation à Marrakech pour former non seulement au niveau national, mais au niveau continental. On a une vingtaine de conventions avec les agences du continent africain et on a des formations pour le pompage solaire, pour installer correctement, dimensionner correctement les toits solaires, pour les actions d'efficacité énergétique, les politiques à mener. Et c'est tout ça, c'est très important, la formation et la sensibilisation. C'est de la création d'emplois. Oui, oui. Donc, et quel est le secteur principal maintenant, vraiment, sur les 5 secteurs, moment, vous direz quel est le secteur le plus important où vous voyez le plus grand potentiel? Maintenant, commençons par le Maroc.
Oui, alors sur les cinq grands secteurs, hein, je disais l'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public, les villes, parce que les villes consomment beaucoup d'énergie, il faut les aider, et l'agriculture. Dans tous les cinq secteurs, ils sont importants. Maintenant, le transport, c'est la grande partie de la consommation d'énergie dans tous les pays. Hein. Le fait que le transport, il est plus difficile à changer. Il faut aider avec les primes à la casse, avec la formation à l'éco-conduite, avec l'accompagnement des nouveaux véhicules plus performants. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est de la fiscalité. Il n'y a plus de droits de douane, il n'y a plus de vignettes sur les véhicules électriques et hybrides. Il y a tous ces accompagnements pour que la formation de l'éco-conduite des flottes captives, celui qui a une flotte de camions, celui qui a une flotte, ça c'est pour le transport parce que c'est le gros consommateur. Mais l'industriel est très concerné. C'est pour ça que je ne voudrais pas choisir un secteur par rapport aux autres. Les cinq sont importants. Dans l'agriculture, on aide les agriculteurs à passer des pompes diesel aux pompes au gaz butane, aux pompes solaires, c'est un modèle et il est aujourd'hui de plus en plus économique. Il est devenu très économique lorsqu'on a arrêté aussi de subventionner le diesel. Donc, le retour sur investissement pour un agriculteur, ce qui était de 10 ans, est passé à 4-5 ans. Les banques financent. Et donc, vous allez très vite. C'est comme ça qu'on est à 30 000 pompes, on est à 300 mégawatts rien que dans le pompage solaire. C'est un volet important. Donc, l'agriculture, c'est important. L'industrie, bien sûr, c'est très important aujourd'hui parce que, surtout dans le contexte actuel, il faut qu'elle reparte, il faut qu'elle soit relancée, il faut qu'elle ne gaspille plus d'énergie et qu'elle ait des factures énergétiques les plus basses possibles. C'est possible, avec la chance que nous avons, parce que les renouvelables, lorsqu'ils sont bien faits, elles donnent un prix beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, le Maroc a obtenu les plus bas prix au monde pour l'éolien. On a des offres à 3 centimes d'euros, donc 30 centimes du kilowattheure. Dans le photovoltaïque, la même chose. Nous sommes dans un schéma où on est à moins de 40 centimes, donc 4 centimes d'euros. Le dernier appel d'offres au Portugal a montré 2 centimes d'euros pour le photovoltaïque. Vous vous rendez compte comment les prix du renouvelable dans le monde entier sont en train de devenir très intéressants et pourquoi il faudrait qu'elles soient encore plus utilisées dans tous les secteurs. Oui. Chez le particulier aussi, le citoyen, il ne faut pas l'oublier. Le chauffe-eau solaire chez l'habitant. Surtout pas le citoyen. Oui, parce que celui-ci a sa facture et il utilise de l'eau chaude dans nos régions. Il faut utiliser le chauffe-eau solaire. Le programme ProSol en Tunisie a montré qu'on peut accompagner, d'ailleurs c'est avec une banque régionale marocaine qui a accompagné pour le programme pour dire voilà pourquoi lorsqu'on finance, c'est rentable pour tout le monde. Le citoyen, l'industriel, le transporteur, tous sont concernés. C'est pour ça que je ne voudrais pas choisir un secteur qui est le plus important, mais tous sont concernés et c'est un travail commun et c'est une logique commune. Il faut trouver des financements, mais attention, il faut que pour chacun, quand je parlais de normalisation, quand on parle de sensibilisation, pour toucher les cibles, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on on veut sensibiliser les agriculteurs, c'est lors des salons de l'agriculture, etc. Lorsqu'on veut sensibiliser les citoyens, c'est par des campagnes à la télévision. Lorsqu'on veut sensibiliser les industriels, c'est avec les confédérations patronales, c'est avec les acteurs directement. C'est très important la sensibilisation d'abord pour que les choix soient pris au niveau de ces acteurs pour qu'ils décident, parce que la décision revient à eux de faire des je voudrais bien en profiter aussi pour maintenant passer la question à M. Hamchi. Ce qui m'intéresse personnellement, bien sûr, ce qui se passe en Tunisie au présent, quelles sont vos priorités et le rôle spécifique aussi de l'AME. Mais M. Moudine a pris un point que j'ai trouvé très intéressant, c'était le lien, en effet, entre le prix du fuel, le prix du fuel et l'efficacité énergétique. C'est un lien où on est un peu plus indépendant lorsqu'on pense à l'agriculture et surtout l'agriculture au désert, dans les nouveaux territoires, en effet, ou dans l'off-grid, par exemple. Je serais intéressée d'entendre un peu si vous voyez un potentiel, surtout dans ce secteur-là, où l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables ont éventuellement aussi un potentiel un peu plus indépendant aussi du prix du pétrole. Mais vous devez votre micro est encore muté. On vous entend pas. Voilà. Merci. En fait, c'est vrai que l'efficacité énergétique et même les énergies renouvelables pour l'autoproduction sont vraiment dépendants du prix de l'électricité. Mais nous avons un retour d'expérience intéressant qu'on pourrait partager avec nos collègues. C'est
c'est le fonds qu'on est en train d'utiliser qui utilise l'approche win-win, donc gagnant-gagnant entre l'État et le consommateur. Et là, ce fonds-là, il vient pour aider le consommateur à rentabiliser son investissement en déplaçant une partie des gains enregistrés par l'État lorsqu'on évite de dépenser la subvention énergétique, la déplacer pour le consommateur afin de chercher cet équilibre gagnant-gagnant. Et c'est le rôle du Fonds de transition énergétique qui couvre tous les secteurs. D'ailleurs, tous les secteurs, comme il a dit ici Saïd, ils sont concernés. Donc, on couvre tous les secteurs, mais avec des interventions personnalisées ou adaptées aux spécificités des secteurs. Donc, par exemple, le Prosolilec pour les résidentiels, les audits et les contrats programmes pour les entreprises consommatrices d'énergie, tout ce qui est site isolé et non connecté au réseau d'électricité, il y a une intervention spécifique. L'isolation des toitures pour le secteur du bâtiment, le secteur résidentiel individuel, il y a le programme Promo Isol. Donc, pour chaque secteur, on a conçu une forme d'intervention, que ce soit un mécanisme spécifique de financement ou une prime spécifique accompagnée d'un crédit. Et en plus à tout ça, nous avons pensé même à mutualiser certaines consommations d'énergie. Et là, il y a tout un chapitre au niveau du texte du FTE qui parle de la création d'entreprises de services énergétiques. Lorsqu'on parle de services énergétiques, ce n'est pas que les ESCO au terme de ESCO, mais également les entreprises qui... Je crois que vous devez expliquer ESCO parce qu'on a peut-être aussi les entreprises des participants. Oui, donc Energy Service Company Voilà. sont des entreprises qui offrent leurs services aux consommateurs et qui se fait payer à travers les économies réalisées. Mais également, un service énergétique, c'est comment produire l'air comprimé d'une manière mutualisée dans les zones industrielles, comment produire du froid mutualisé dans les zones industrielles et tertiaires. Donc, ce sont des projets qui ont été visés par le Fonds de transition énergétique et on est actuellement en phase de, bien sûr, communication et préparation du potentiel. D'ailleurs, il y a une étude en cours sur le potentiel dans les zones industrielles. Et on a visé également les programmes nationaux à réaliser par l'État ou les collectivités locales, qui sont des programmes ponctuels et qui visent la réduction de la subvention énergétique. Et donc, ce retour d'expérience sur ce fonds, il nous a appris que il ne faut pas vraiment se soucier du prix de l'électricité. C'est vrai que c'est un facteur très important pour promouvoir l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, mais il y a des outils comme le Fonds de transition énergétique pour essayer de déplacer les gains de l'État au consommateur ou du consommateur vers l'État pour trouver cette situation gagnant-gagnant. Et bien sûr, la deuxième leçon, c'est de viser tous les secteurs, mais de personnaliser l'intervention selon la spécificité de chaque secteur ou chaque activité. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. D'ailleurs, mais ça, ce serait peut-être un autre webinaire. Si on réfléchit au potentiel qu'il y a dans la digitalisation, exactement aussi pour profiter de ces schémas, oui, c'est dingue. Mais bon, on espère pour un autre webinaire. Monsieur Dali, maintenant, vous aviez déjà décrit un peu ce que vous faites, mais peut-être encore une fois, dans la situation de l'Algérie actuelle, dans la transition énergétique, il y a quand même des objectifs très, très ambitionnés. Où est-ce que vous voyez le rôle principal pour le moment de l'Afrique?
Oui, effectivement. Donc, j'ai parlé du passé suivant un modèle de consommation qui était élaboré au début des années 80. Actuellement, nous ne sommes plus dans cette même situation. Donc, nous sommes, si on regarde, on regarde actuellement le taux de raccordement au gaz naturel ou bien le taux de raccordement à l'électricité, au réseau d'électricité qui pour l'électricité qui avoisine les 100% et pour le gaz naturel les 60%. Donc, on n'est plus dans la même situation. Donc, aussi avec un développement industriel, développement industriel et social du pays. Donc, les besoins en énergie ont été pratiquement, si on compare les années 70 et au jour d'aujourd'hui, on a multiplié nos besoins énergétiques pratiquement par 8. Donc, on était à moins de 10 millions, 10 millions de tonnes équivalent pétrole qu'on consommait. Actuellement, on est pratiquement à 80 millions en consommation nationale d'énergie. Donc, vous voyez un peu le boom qui a été fait. Avec un pic considérable en août. Exactement, depuis 70 jusqu'à en 50 ans, combien cette consommation évolue. Donc, on n'est plus dans la même situation énergétique d'avant. Donc, pour cela, donc, l'État algérien a pensé justement à aller vers une transition énergétique, bien sûr, à exploiter toutes les ressources énergétiques du pays. Je ne dirais pas transition énergétique, mais beaucoup plus avoir un mix énergétique qui va s'appuyer principalement sur les ressources énergétiques qu'on renferme le pays et aussi en exploitant toutes les potentialités énergétiques nationales, notamment des énergies renouvelables. Nous avons des énergies du soleil. Donc, c'est vrai que l'Algérie n'est pas un pays très vanté. Donc, on peut, les énergies, l'éolien n'est pas très présent en Algérie. Donc, par contre, le solaire, que ce soit le solaire photovoltaïque ou le solaire thermique, l'Algérie renferme de potentialités très importantes aussi, donc des potentialités en géothermie. Nous avons pratiquement plus d'une centaine de sources géothermales. Nous avons aussi donc, tout ce qui est biomasse, donc, comme il a dit, donc, nous avons un potentiel très important en biomasse, que ce soit la biomasse agricole ou bien la biomasse, les déchets ménagers. Aussi, donc, l'exploitation de toutes les ressources, tous les déchets industriels et les déchets ménagers pour les valoriser, pour faire une valorisation énergétique. Et aussi, nous avons bien sûr d'autres sources d'énergie qui sont. Mais ça, c'est le potentiel. Maintenant, la question, c'est vraiment le rôle de la crue. Oui, le rôle de la crue. Dans tout ça, pour vraiment relever ce potentiel et pour moi, ma vision, c'est dans 5 ans d'aller de Rabat à Tunis en voiture électrique, Inch'Allah. Bien sûr. Oui, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'on pourra raccorder, est-ce que je pourrais raccorder ma voiture électrique? Est-ce qu'il y aura une prise à Béchar ou là à Oujda et non, écoutez. On passe un peu au futur. Mais oui. Voilà, alors le potentiel, je crois que tout le monde est d'accord. Oui, effectivement, c'est la transition. Effectivement, vous avez bien cité la voiture électrique, mais la transition, pour aller vers la voiture électrique, il faudrait des préalables au départ. Ce n'est pas de substituer une source d'énergie par une autre et de dire que nous avons fait de la transition énergétique. Il faudrait que cette transition énergétique se fasse en douceur et aussi substituer cette énergie, cette source d'énergie par une autre source d'énergie qui est plus économique pour que ce soit pour le citoyen que pour l'État et aussi avoir une source d'énergie, bien sûr, protectrice de l'environnement. Il ne suffit pas de dire que j'ai des voitures électriques, que j'ai fait de la transition énergétique. Ce n'est pas vrai. Il faudrait c'est-à-dire changer la source d'énergie du gaz vers l'essence vers l'électricité et dire que nous avons fait de la transition énergétique. Nous avons engagé une réflexion plus globale, plus profonde pour pouvoir, avant de mettre cette voiture électrique, il faudrait qu'il y ait des bornes de rechargement, peut-être, je dirais, beaucoup plus, aller avoir une part du solaire, donc une part prépondérante dans le mix énergétique national qui viendrait du solaire. Parce que si on change, on continue à produire notre électricité à partir du gaz naturel et avoir des voitures électriques, ça n'a pas de sens. Donc, vous pensez qu'il vaut mieux prévoir une voiture qui marche à l'hydrogène pour faire Rabat-Tunis?
Non. Vous pensez que ça change? Non, l'Algérie, pour vous dire que l'Algérie est l'un des premiers pays précurseurs du solaire, parce que vous vous rappelez, vers les années 90, je ne vais pas faire de l'histoire, vers la fin des années 90, l'Algérie a commencé déjà à raccorder, nous avons raccordé plus de 20 villages au solaire. Donc, des villages dans le sud du pays étaient raccordés. Actuellement, donc, cette phase de transition énergétique, nous sommes en plein dedans et nous sommes en train justement de faire de cette transition énergétique pour pouvoir justement que l'électricité, enfin pour l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie ait une part très importante dans cette transition énergétique et aussi donc les énergies renouvelables aient leur part très importante aussi dans ce mix énergétique national. Qu'est-ce que vous proposez de votre point de vue, si on veut regarder pas seulement l'Algérie, mais on veut visionner, disons, une intégration économique, énergétique plus grande entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la stratégie la plus prometteuse avec laquelle, moi je dirais, demain on peut commencer? Oui, demain on peut commencer parce que on a une spécificité pour les trois pays, principalement la spécificité du bâtiment. Donc le bâtiment, on est dans une même zone climatique, bon, la même zone climatique pour les trois pays du Nord. Et on a aussi, donc, pour les trois pays, donc le bâtiment représente pratiquement 35%, 35 à 40% de la consommation dans les trois pays. Donc là, on pourrait éventuellement. Juste une question, c'est le bâtiment, ça veut dire, c'est pas l'habitation elle-même, mais c'est la production de ciment, béton, etc. C'est ce que vous voulez dire par le secteur du bâtiment? Non. Quand on dit le bâtiment, quand on parle bâtiment, ce n'est pas la construction, mais on parle beaucoup plus de la façon de construire. La façon de construire ces logements, donc à introduire des mesures d'efficacité énergétique dans notre système constructif, avoir des logements plus isolés, et aussi donc avoir des équipements pour ces logements, des équipements qui répondent justement à des règles d'efficacité énergétique plus accrues. Enfin, c'est en tout cas très intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, c'est un secteur où il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises, etc. Ça veut dire où on peut imaginer vraiment une activité économique, pas seulement des grandes entreprises. Comment vous voyez ça, vous, Monsieur Mouline? Oui, alors d'abord, parce que c'est un volet important, la réglementation. Quand on met une réglementation thermique sur le bâtiment, comme nous l'avons fait au Maroc, il faut accompagner les architectes, il faut avoir tous les acteurs qui produisent des matériaux isolants sur le territoire national qui se développent. Et c'est beaucoup d'emplois dans ce domaine, mais c'est beaucoup de formation aussi nécessaire. Et donc, il faut que les deux aillent de pair. Avec la réglementation, aujourd'hui, il y a une règle thermique sur le bâtiment en fonction des zones climatiques. Le bâtiment en zone montagneuse ou désertique, où on va consommer beaucoup pour chauffer ou pour refroidir, pour être plus isolé que celui qui est sur la côte atlantique, qui est avec un climat plus tempéré. Donc, nous voyons aujourd'hui que la réglementation est importante. Les actions de formation sont importantes, la sensibilisation est importante et les financements qui doivent aller avec. Lorsqu'aujourd'hui, nous avons la chance avec toutes les banques marocaines d'avoir des lignes dédiées à l'efficacité énergétique. Nous avons signé des conventions, il y a des banques qui toutes ont des lignes dédiées quand quelqu'un, un industriel, un hôtelier va construire un projet, il aura des lignes dédiées à l'efficacité énergétique. C'est très important. L'autre volet, parce que quand on parle de politique, je dis c'est très important d'accompagner, mais de montrer le modèle économique. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne à condition, bien sûr, qu'on paye le juste prix de l'énergie. Donc c'est pour ça que le schéma aujourd'hui au Maroc montre que nous sommes dans un contexte complètement économique, créateur d'emplois. On n'a pas beaucoup parlé, mais après, il y a l'industrie liée à tout ça. L'industrie des matériaux de construction, c'est très important. Ça crée de l'emploi. L'industrie des éoliennes, aujourd'hui, 70% des éoliennes montées au Maroc sont fabriquées au Maroc. Les pales sont fabriquées au Maroc, les mâts sont fabriqués au Maroc. Donc, l'industrie liée au renouvelable est très importante. Dans le solaire, la même chose. Donc, dans toutes les filières, vous voyez qu'il y a un côté projet, il y a un côté accompagnement par l'État et il y a un côté industriel, créateur d'emplois pour que, je suis heureux parce qu'on a eu des pales d'éoliennes qui ont été exportées en Norvège très récemment pour montrer qu'il faut non seulement développer des produits de qualité, économiques et compétitifs. Attention.
Et c'est très important. Oui, pardon. Enfin, la question, là, je suis absolument d'accord avec vous quand on parle du Maroc. Mais maintenant, ma question, c'est surtout ici, quelle est l'industrie où vous voyez vraiment un potentiel d'intégration avec, avec l'Algérie et avec la Tunisie. Et c'est là où je dis l'intégration maghrébine est très importante. Au lieu de parler de 35 millions d'habitants, on parle d'un marché de 100 millions d'habitants pour le Maghreb. Et pour toutes les entreprises maghrébines, pour toutes les PME maghrébines, ça change complètement la donne. Quand vous avez affaire, parce que nous avons, ça a été dit, nous avons les mêmes problèmes. Nous voulons tous réduire notre facture énergétique, nous avons le même climat, nous avons le même contexte. Nos PME doivent commencer à réfléchir maghrébin, à condition qu'il n'y ait pas de problème. Et il y a des accords de libre-échange. Ça a été dit dans l'ancien webinaire que vous avez organisé. L'intégration maghrébine, malheureusement, nous sommes la région au monde qui est la moins intégrée. La dernière en termes d'intégration. C'est pour ça ma question, quelle est l'industrie où ce serait peut-être le plus simple de faire le premier pas? D'abord, la coopération, le partage d'expériences. Nous, avec la NME et la PRU, nous avons une historique, pas seulement dans le cadre de Medener. Nous avons travaillé ensemble, nous avons partagé ensemble des expériences, nous avons montré que lorsqu'on travaille ensemble, tout le monde, on a le même problème, donc on partageait nos expériences, c'est très important. L'autre volet, lors de la COP22 à Marrakech, à l'époque, je présidais aussi au patronat marocain la commission de l'environnement, d'économie verte. Et on a regroupé 50 patronats du monde pour que le secteur privé travaille ensemble. Et nous avons eu les 3 patronats, et même les 5 patronats, avec la Libye et la Mauritanie. Et pour dire, oui, nous voulons non seulement travailler pour cette lutte contre le changement climatique et autres pour nos industries, mais aussi que notre marché. Et le marché, là, on parle d'un marché de 100 millions d'habitants aujourd'hui, on parle de 130 millions en 2050. Il n'y a pas de raison que notre région ne profite pas et que nos PME restent cloîtrées à leur propre petit marché. D'accord. C'est l'esprit de l'intégration régionale. C'est très important. Donc, une coopération au niveau agence publique, c'est ce qui se fait déjà, mais aussi entre le secteur privé qui travaillent ensemble. Et ça, il faut le faciliter. Il faut que les politiques le facilitent. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Et le troisième volet, nous sommes tous, nous maghrébins, on a tellement de liens, on a tellement d'expériences ensemble. On a tellement quand on compare à l'Europe qui veut être neutre en 2050, nous, en tant que maghrébins, on peut être en 2050 neutre en carbone aussi, d'une façon encore plus facile. Parce que le contexte, la potentialité de notre région au niveau des renouvelables, au niveau de l'efficacité énergétique est tellement intéressant et économique. Voilà. Merci, M. Moudine. Je veux juste encore passer la parole à M. Henchi. Aussi, votre point de vue, Tunisie étant le plus petit pays, en effet, du Maghreb, comment est-ce que vous voyez, disons, l'intégration régionale et quelle est l'industrie, le secteur où vous pensez on pourrait démarrer le plus vite, accélérer, en effet, la transition pour nos trois pays? Il faut votre micro. Voilà. Je crois que tous les secteurs sont concernés aussi par l'intégration au niveau du Maghreb. Moi, personnellement, je suis toujours dans le camp des gens qui favorisent l'intégration maghrébine à tous les niveaux. Et le potentiel de complémentarité au niveau maghrébin est très important. Et donc, tous les secteurs sont concernés, particulièrement le secteur des énergies renouvelables où il y a une grande potentialité, étant donné que tous les 3 pays sont déjà sur le chemin de développer une offre importante de renouvelables. Donc, l'expérience marocaine a montré qu'il y a un fort potentiel d'intégration nationale, pourquoi pas régionale à travers les 3 pays. Et je crois que travailler d'une manière décloisonnée, ça va ralentir un peu l'avancement. Donc, puisqu'on a beaucoup de points communs, comme il a dit, c'est Saïd et c'est Kamel tout à l'heure, on a pratiquement les mêmes conditions climatiques d'une manière générale. Donc,
l'action devrait être transrégionale. Et je citerai par exemple un dossier que nous avons discuté ensemble, c'est par exemple tout ce qui est certification des équipements électriques. Et là, je crois, adopter des normes et des réglementations communes est vraiment très intéressant et indispensable, puisqu'on vise un seul marché, c'est-à-dire le même marché qui est le marché européen. Et donc, si on va exporter, il faut qu'on dispose des mêmes réglementations que l'Union européenne. Et donc, on doit travailler ensemble pour avoir la même réglementation au niveau régional, maghrébin. Et je crois que c'est un pas qu'on pourrait faire ensemble sur le plan réglementation lié à la certification des équipements électroménagers, et surtout qu'il y a déjà un échange entre les pays en termes d'équipements. Nous avons discuté ça pas mal de fois, mais malheureusement, on n'est pas passé aux choses vraiment concrètes. Un point important que je voudrais souligner, c'est en fait le retour d'expérience des différents pays, c'est-à-dire mettre en place un réseau d'échange sur tout ce qui est réseau de retour d'expérience des pays dans les différentes activité est indispensable. Je citerai l'exemple de la réglementation thermique des bâtiments. Nous avons mis en place cette réglementation depuis 2008. Maintenant, on est en phase de réforme parce qu'on a rencontré des problèmes de mise en œuvre, et je crois que les collègues au Maroc et les collègues en Algérie, ils ont rencontré les mêmes problèmes. Je crois que le fait d'échanger sur ces problèmes et ces barrières, ça va aider beaucoup à mieux avancer et à avancer d'une manière accélérée. Je reviens aussi à la question de la mobilité électrique parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, on va organiser le 25 juin courant un webinaire pour relancer le dossier de la mobilité électrique. Et je crois que c'est un dossier qu'on doit traiter ensemble parce que... il faut des stations pour recharger les voitures. Ah oui, mais il faut aussi il faut penser aussi à l'intelligence de recharge parce que le fait de laisser les choses comme ça va impacter le système électrique et ça va créer des problèmes aux sociétés de production et de distribution. Donc, il faut vraiment veiller à couvrir tous les aspects, notamment tout ce qui est smart recharge, mais également un point très important ici, comment se positionner d'une manière sur le plan industriel. Parce que si on va rater cette révolution, on sera toujours consommateur de véhicules électriques. Maintenant, le Maghreb, qu'est-ce qu'il va faire pour se positionner par rapport à cette révolution? Quel type de production qu'on pourrait faire? Maintenant, vous savez, entre la voiture thermique et la voiture électrique, pour la voiture électrique, on a pratiquement 1400 composantes. Pour l'électrique, c'est 200. C'est vraiment accessible pour les pays comme les pays du Maghreb. Et je crois que c'est une occasion de se positionner par rapport à l'industrie de fabrication des voitures. Et l'expérience du Maroc en termes d'installation d'usines de production des véhicules est intéressante. Donc, il faut bien saisir cette occasion pour... oui, donc... C'est parce que l'usine de Kenitra a une ligne dédiée aux voitures électriques aujourd'hui. Ouais. Et elle commencera sa production très bientôt. C'est pour ça que ça tombe vraiment... oui, il y a un côté industriel pour toute la région. Oui, il y a un côté marché, économie d'échelle très important. Et c'est ça qui fera la force du Maghreb. Bon. Si chaque PME, chaque entreprise, chaque industrie pense Maghreb, c'est un marché beaucoup plus important, c'est une économie d'échelle très différente
et tout le monde va en profiter. C'est ça ce que disait la Banque mondiale pour la région, pour dire 2% de croissance pour chaque pays. L'intégration maghrébine, c'est 2% de croissance pour chaque pays tout de suite, en plus de ce qui peut se passer par ailleurs. Donc, on est dans un modèle complètement intéressant pour tout le monde. Bien sûr, il faut qu'il y ait la volonté politique, mais un volet très important sur la mobilité électrique, il n'y a pas que la voiture, il y a les motos. L'agence… Il y a aussi les vélos, bien sûr. Bien sûr. Ça joue, en tout cas, ça joue aussi un rôle important. Et de plus en plus, avec le Covid, on a montré que toutes les villes doivent avoir maintenant une réorganisation pour la mobilité urbaine et laisser la place au vélo et au vélo électrique. Mais plus que ça, l'agence, quand je parlais d'exemplarité de l'État tout à l'heure, c'est très important. Nous avons un toit solaire, nous avons un bâtiment public qui doit être exemplaire par rapport à ce qu'on propose. Il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on fait. Mais aussi, on a changé tout le parc moto de l'agence en moto électrique, avec aujourd'hui un service après-vente, etc., et une industrie demain. L'autre volet important, c'est très important, parce que lorsqu'on veut montrer que nous sommes, c'est un peu le conseil pour que tous les messages qu'on fait passer, nous sommes les agences qui font la promotion de tout ça. Mais pour que les gens, les citoyens, les industriels comprennent que c'est intéressant, il faut aussi qu'on montre l'exemple. Et l'exemplarité de l'État est très importante. Nous avons accompagné des bâtiments publics du ministère des Finances et autres. Le ministère des Finances, c'est très important pour nous tous, hein, vous le connaissez. C'est lui qui décide des budgets, etc., avec nos départements de tutelle. Mais c'est très important de montrer que tout le monde est gagnant et que les acteurs doivent montrer l'exemple. Je voudrais bien, pardon, M. Moudine, je voudrais bien, parce qu'on est déjà à 17h passées, je voudrais quand même au moins donner la parole, enfin pas directement, mais poser quelques questions qu'on a eues de notre audience. Je commence par une question de Abdeljalil Zarkani qui demande en effet comment est-ce qu'on peut motiver les industriels à faire l'audit énergétique. Et je pense que c'est peut-être une question que vous pouvez, qui s'adresse à vous trois, mais je vous donner aux autres. Il y a encore quelques autres questions. Si on veut répondre à quelques personnes, ce serait bien si vous donnez une réponse courte. Oui, si vous permettez, si je peux commencer par… D'abord, je dois d'abord un peu… Peut-être je vais le faire tout à l'heure pour revenir sur la mobilité électrique. Effectivement, la mobilité électrique, ce n'est pas uniquement la… Je propose pour la mobilité électrique, on va faire un webinaire spécial parce que c'est une grande thématique. Restons un peu avec la question de l'audit industriel. Comment est-ce qu'on peut les motiver de le faire? Oui, parce qu'on ne doit pas prendre l'audit énergétique, ne doit pas être pris uniquement individuellement comme étant tel un instrument. L'audit énergétique doit être pris comme étant un programme. Donc, qu'est-ce que doit renfermer ce programme? Ce n'est pas uniquement l'audit, je vais bien vous faire un audit énergétique, je vous remets le rapport d'audit énergétique, vous allez mettre. Il faudrait qu'il y ait un programme qui doit accompagner l'audit énergétique. Dans le programme qui doit accompagner l'audit énergétique, c'est pratiquement l'après-audit énergétique. Donc, il faudrait donner aux industriels des mesures incitatives qui vont leur permettre justement de réaliser le programme qui sera issu dans les recommandations qui seront issues de l'audit énergétique. Il y a aussi un deuxième outil que nous avons mis en place, que nous sommes en train aussi de mettre en place, c'est le programme de la certification ISO 50001. Donc, l'audit énergétique est un élément d'entrée pour la certification ISO 50001. Donc, l'entreprise qui veut être certifiée, l'objectif de la certification, c'est bien sûr, c'est une réduction continue, c'est une amélioration continue de la consommation d'énergie, et aussi l'État, il est là, donc le secteur, il est là pour justement accompagner ces entreprises industrielles pour la prise en charge donc de toutes les recommandations, toutes les améliorations possibles de leur efficacité énergétique, et aussi donc il y a des mesures incitatives qui sont accordées aussi dans la réalisation proprement dite de l'audit énergétique. Donc, c'est un package, il faut prendre l'audit énergétique dans un programme global qui est
audit énergétique, mesure d'efficacité énergétique qui va jusqu'à l'accompagnement aussi, donc à la certification 50 000, ISO 50 000A. Il y a aussi Merci, une autre façon. merci. Monsieur Henchi, je vous passe la parole. En Tunisie, Merci beaucoup. Donc, comment est-ce que l'audit vous énergétique, incitez? c'est en deux mots, en fait. C'est en deux mots. L'audit énergétique, c'est 30% de potentiel d'économie d'énergie et un temps de retour inférieur à 4 ans. Donc, il n'y a pas vraiment un industriel qui va dire il faut une motivation. En plus de ça, en Tunisie, par exemple, l'audit énergétique est fortement subventionné. Donc, l'action de l'audit est subventionnée à hauteur de 70%. Donc, l'étude est subventionnée à 70%. Il y a une batterie d'aides et de subventions pour l'investissement avec des primes qui varient de 20 à 70%. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est que l'ANME veille sur la qualité des prestations des experts auditeurs qui accompagnent l'industriel. Donc là, le point focal de toute cette activité, c'est l'ANME, c'est elle qui veille sur la qualité du service ou des prestations offertes par les experts auditeurs qui sont les accompagnateurs de l'industriel. Donc, en résumé, avec 30% de potentiel, donc il n'y a pas mieux que ça donc, pour inciter l'industriel. Monsieur Mouline, au Maroc. Oui, audit énergétique, on a accompagné un certain nombre qui ont eu des subventions, parfois à 80%, parfois à plus, mais surtout, ce qui est important, il y a eu une loi. Nous avons une loi sur l'efficacité énergétique et il y a, pour l'audit énergétique obligatoire, à partir d'un certain seuil de consommation. Les grands industriels, dans le service ou dans l'industrie, à partir d'un certain seuil de consommation, sont obligés de faire des audits énergétiques par la loi, sauf s'ils sont certifiés ISO 50001. Nous accompagnons les formations avec le NUDI, avec le patronat, avec la CGM, avec toutes les fédérations, pour encourager l'ISO 50001. Pourquoi la certification ISO 50001 permet obligatoirement d'être dans une logique d'efficacité énergétique dans l'entreprise, et c'est ça que nous accompagnons. Donc l'audit énergétique est très important, il est obligatoire à partir d'un certain seuil de consommation, et il est accompagné et surtout monitoré. Il ne s'agit pas de faire une fois et se dire que c'est bon. Il faut suivre chaque année les consommations de tous les acteurs. L'efficacité énergétique, ce n'est pas one shot, ce n'est pas seulement un projet à un instant donné, c'est suivre la consommation parce qu'on peut perdre ce que nous avons fait comme investissement auparavant, il faut continuer à suivre et c'est le rôle des agences aussi de suivre chaque année, que ce soit valable pour les industriels, mais aussi pour l'éclairage public des villes, pour les bâtiments publics, c'est tout ça qu'il faut monitorer et continuer à monitorer chaque année. Très bien. D'ailleurs, j'ai ici encore une question de Sarah à tous les panélistes que je trouve une bonne question aussi pour finir peut-être le dialogue. C'est que faites-vous concrètement au niveau de vos agences respectives pour encourager l'intégration maghrébine et sensibiliser nos PME à une coopération maghrébine dans le cadre de notre collaboration énergétique? Alors, est-ce qu'il y a un programme vraiment concret de collaboration pour le moment sur le niveau des PME? Oui, nous sommes tous d'ailleurs, nous présentons un projet commun tous ensemble, avec Medener bien sûr, mais moi j'ai eu l'occasion de présider Medener dans les années 2010, c'est toutes les agences de la Méditerranée. Mais là, nous sommes tous les trois membres de Medener et on présente un projet soutenu par la Commission européenne qui est MEDMED pour montrer que nous pouvons accompagner et nous avons ensemble, parce que le Maghreb, pourquoi il est important? Pour tout, hein. Mais ensemble, on est plus fort. On est plus fort même quand on parle aux autres acteurs qui sont eux aussi en région. L'Union européenne, c'est toute la région de l'Union européenne. Imaginez qu'on parle avec une région de 100 millions d'habitants, qu'on parle ensemble la même voix, les mêmes messages, et bien sûr, ça donne plus de poids. C'est pour ça qu'il faut absolument, dans le contexte actuel, profiter de ce contexte et dire c'est le bon moment pour nos pays et pour notre jeunesse, parce qu'on ne parle pas que de projets, nous parlons aussi de projets liés à la volonté de créer des emplois pour nos jeunes demain. Nous avons lancé la semaine dernière, cette semaine, pardon,
un appel à projets pour les startups. C'est très important. C'est seulement les startups marocaines, je pense. Oui, pas, mais on a eu un projet maghrébin. Il y a eu un projet maghrébin privé entre les patronats maghrébins. Il y a eu lieu, qui avait une dizaine d'années, qui a duré un certain temps sur la production propre. Hein, pour toutes les, et donc, entre secteurs privés. Nous, les agences, nous travaillons déjà ensemble. Donc, nous sommes dans ce schéma pour partager, je disais, présenter des projets en commun. Nous avons les mêmes problématiques parfois et donc nous travaillons en commun. Il faudrait plus d'échanges. Il faudrait plus d'échanges universitaires, il faudrait plus d'échanges. Tout ça, c'est le Maghreb. C'est ça l'esprit du Maghreb. Monsieur Dali et Monsieur Henchi, est-ce qu'il y a peut-être aussi une coopération tunisienne, algérienne que vous voulez mentionner, un projet spécial? Effectivement, donc, comme l'a dit M. Moulid, effectivement, nous travaillons individuellement. Nous avons de la coopération avec les différentes agences, du bilatéral entre l'agence tunisienne, l'ANME, ou bien l'agence marocaine. Et aussi, nous travaillons sous l'égide du réseau MEDENER, donc les agences méditerranéennes de l'énergie. Effectivement, dans une dernière initiative dans le projet, donc le MITMED, effectivement, il y avait une initiative justement d'organiser, de créer un réseau d'entreprises, de rassembler les entreprises et les associations maghrébines en réseau pour pouvoir justement parler de la même voix, donc pour pouvoir prendre en charge, parce que pratiquement nous avons les mêmes problèmes, que ce soit en Tunisie, au Maroc, les industriels algériens, les PME algériennes ont les mêmes problèmes. Donc, surtout quand ils vont sur l'international, sur les marchés internationaux, ils ont les mêmes problèmes. Donc, à l'appui, nous avons déjà initié une première opération de créer, donc de rassembler les industriels, les PME algériennes, donc en spécialité, et aussi, après, une fois, donc, nous avons créé ces réseaux, bien sûr, autour de l'efficacité énergétique, parce que notre vocation, c'est l'efficacité énergétique, les rassembler autour de la problématique de l'efficacité énergétique en fonction de la spécialité. Après, nous allons étendre ce réseau, les réseaux algériens, avec nos amis marocains et nos amis tunisiens pour pouvoir, parce que... On a perdu M. Dali. M. Hanchi, de votre perspective tunisienne, quelle est la collaboration qui existe déjà? Mon avis, c'est vrai qu'on est en train de collaborer au niveau des agences, au niveau de certaines entreprises, de grandes entreprises, mais à mon avis, on n'est pas en train de collaborer assez entre les PME. Et je crois dans chaque pays, on a constaté que le fait de s'organiser dans des pôles professionnels, des clusters, a donné des résultats intéressants. Pourquoi pas ne pas élargir ces expériences nationales à une expérience maghrébine? Et là, un appel que je lance en marge de cette conférence, c'est de penser à créer une plateforme maghrébine de collaboration entre les PME et surtout, disons, une plateforme de rencontre B2B entre les entreprises, parce qu'il faut toujours, je répète la même chose, il faut trouver le point de complémentarité entre les pays afin d'aborder des grands marchés internationaux. Et là, je crois qu'à travers ce webinaire, on pourrait peut-être lancer l'idée et commencer à réfléchir comment pousser nos clusters nationaux à collaborer à l'échelle maghrébine. Très bien, merci beaucoup. Lancer, c'est toujours bien, je suis d'accord avec vous. Pour finir cette ronde, on a discuté beaucoup de politique, technologie, etc. Juste pour motiver aussi nos participants, surtout les 55 qui sont toujours avec nous, malgré qu'il est déjà 5h20 passé. Je vous demande peut-être de partager avec nous votre façon personnelle. Comment est-ce que vous conservez de l'énergie personnellement dans votre vie personnelle? Quelles recommandations nous donnerez-vous? Moi, personnellement, je suis passionnée du vélo.
C'est ma façon de conserver l'énergie. C'est comment chez vous, Monsieur Moudine? Oui, bah, c'est bien sûr dans nos Quelle est votre comportements. mesure préférée? Non, bon, il faut donner toujours l'exemple, non seulement au bureau, avec les collègues, en famille, c'est très important dans nos comportements. Dans nos comportements, d'être logique, cohérent avec ce qu'on dit. C'est pour ça, montrer que c'est un contexte. Il y a un volet technique, il y a un volet financier, il y a un volet comportemental. Et les comportements sont très importants. On peut faire de l'efficacité énergétique rien que par le changement de comportement. Nous avons tous dit, et demain, la mobilité, quel type de mobilité, etc. Quand on n'a pas un très long chemin à faire, on le fait à pied, à vélo ou autre, et ben, ça change beaucoup de choses. Et donc, vous, c'est le vélo électrique, c'est la moto électrique, ou comment est-ce que vous allez au D'abord, on a amené les véhicules hybrides, et il a fallu passer les droits de douane, il fallait expliquer à la douane pourquoi c'est intéressant, il fallait pourquoi tout le monde va y gagner, etc. Donc, parce qu'il n'y avait pas encore de bornes de recharge. Aujourd'hui, on a des bornes de recharge sur toutes les stations sur les autoroutes et des bornes de recharge pour les voitures électriques. Ce n'est pas suffisant, il en faut encore plus. Mais c'est un domaine. On travaille pour montrer que, même pour la jeunesse, parce qu'il y a un message important, pour l'avenir de la jeunesse maghrébine, qu'est-ce qui se préserve pour l'avenir? Nous avons la chance, dans cette région, d'avoir de l'eau qu'il faut gérer avec parcimonie, d'avoir de l'énergie fossile et renouvelable qu'on peut vraiment faire cette transition énergétique facilement et avoir une agriculture durable aussi. Nous avons tout pour les générations futures. Mais en travaillant ensemble, on aura tout pour toute la région du Maghreb. Et c'est ça le message que vous ne devez pas faire passer. Oui, nous avons une région qui est magnifique, qu'il faut préserver et qu'il faut aujourd'hui accompagner dans cette transition. Il faut profiter de cette économie verte pour créer les emplois des jeunes. Vous savez ce qui se passe en ce moment. Hein? Ah oui, non, une crise absolument, économique. absolument. Mais là, c'est un autre séminaire. Voilà. Non, je reviens à ma question, M. Moudine. Sur le comportement. Personnellement. Oui, personnellement, je dis, c'est même à la maison, c'est les chauffe-eau solaires, c'est des toits solaires, c'est l'économie d'énergie, l'isolation. Donc, il faut l'appliquer au bureau, à la maison, et pour être cohérent avec ce qu'on fait. Et puis sur la mobilité, bien sûr. À pied, c'est le meilleur. À pied, à vélo, hein, le vélo électrique. Le vélo fait du bien, en plus il fait du sport. Donc c'est tout ça qu'il faut accompagner. Mais pour revenir, et je remercie encore une fois les organisateurs parce que… Attendez, d'abord, avant de remercier, je veux encore entendre ce que M. Hanchi fait. Si je veux vos mesures personnelles pour conserver l'énergie en Tunisie et dans notre beau Maghreb. Et télétravail, pardon, j'ai oublié le télétravail parce que c'est important pour l'économie d'énergie aussi. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. Allez-y, M. Hanchi. Oui, c'est ça. Donc, moi, personnellement, je dirais que j'ai eu l'occasion d'appliquer tout ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle sur, bien sûr, ma vie personnelle, étant donné que j'ai construit ma propre maison avec toutes les mesures vraiment d'économie d'énergie. Alors, on fera un séminaire pratique chez vous à la maison. Eh bien, je vous assure que vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses parce que… Monsieur Moudine, Monsieur Dali et moi, on viendra en voiture hybride. Et en covoiturage. En covoiturage, bien sûr. Voilà. Pour voir mais je crois que, oui, je crois que c'est comme il a dit Saïd, il faut d'abord, bien sûr, il faut agir sur tout ce qui est équipement et tout ce qui est passif et tout ce qui est actif, mais également le côté comportemental est très important. Et d'ailleurs, on a réalisé une activité avec l'Union européenne, et je remercie l'Union européenne en cette occasion par rapport à ça, et on a fait un petit monitoring par rapport à l'utilisation des logements que nous avons rénovés. Finalement, bien sûr, les projets qui ont été bien isolés, les équipements performants qui ont été installés ont donné un résultat intéressant. Mais parmi les logements que nous avons suivis, il y avait un logement qui est le meilleur en termes de performance. C'était le vôtre? Non, ce sont d'autres. Et il y avait deux personnes retraitées qui habitaient dans
Et ils ont deux préférences totalement différentes. Donc, la femme ne veut pas tout ce qui est froid et tout ce qui est climatisation et tout ça. Et le monsieur, bien sûr, il adore tout ce qui est climatiseur. Et donc, la femme, elle ouvre toujours la fenêtre et le monsieur, il fait fonctionner le climatiseur à sa plus basse température. Et là, on a perdu toutes les économies qu'on avait mis comme objectif. Et donc, pour confirmer les propos de ces moulines, c'est vraiment le comportement qui juge tout ça. Il faut préparer le passif et l'actif et, bien sûr, agir aussi sur le comportemental. Et moi, je suis toujours derrière ma famille concernant l'utilisation de l'éclairage et tout ça. Donc, voilà. Très bien, bien que malheureusement, il faut faire des compromis aussi dans le mariage. Alors, d'accord. Je ne sais pas, Monsieur Dali, je crois qu'on l'a perdu, malheureusement. J'aurais bien entendu aussi son point de vue, mais peut-être qu'on pourra, oui, peut-être rajouter ça un peu plus tard. En tout cas, pour aujourd'hui, notre séminaire, je pense, on est à la fin. Merci beaucoup. On a commencé 5 minutes de retard et on a pris une demi-heure de plus. Merci pour ce temps supplémentaire. En tout cas, c'était très intéressant. Et oui, il y a plein d'idées. Comment est-ce qu'on peut continuer cette discussion? Et voilà, je remercie aussi tous les participants qui nous ont envoyé plein de questions, plein de commentaires, etc. J'espère qu'une partie de ces questions ont été résolues au cours de la discussion et en tout cas, on prendra ça comme occasion aussi pour réfléchir comment est-ce qu'on peut avoir d'autres séminaires, continuer cette discussion. On a parlé déjà de la mobilité électrique, il y a des questions très intéressantes sur le smart grid, en tout cas, la digitalisation, on en a déjà discuté. Alors, je dis au revoir et à bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.